Nous sommes le mercredi 16 novembre 2011. Agnès Marin, 13 ans, est élève au collège-lycée Cévenol de Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire. Ce mercredi-là, la jeune adolescente part dans la forêt jouxtant son école avec Mathieu Moulinas, 17 ans. Les deux élèves sont internes au collège. Le garçon souhaite lui montrer à quoi ressemblent des champignons hallucinogènes. Agnès, naïve comme toute jeune fille de son âge face à un grand du lycée, accepte la proposition. Arrivé dans la forêt, Mathieu attache la jeune fille à un arbre et lui porte plusieurs coups avant d'abuser d'elle. Ensuite, l'homme la frappe à nouveau. Agnès tente en vain de se débattre. Mathieu la bat à mort. Il asperge ensuite la jeune fille d'essence et allume un feu qu'il nourrit avec du bois de la forêt. Après avoir terminé, l'homme rentre au collège. Lors du dîner, ses amis internes remarquent l'absence d'Agnès et décident de la chercher dans l'établissement et également dans la forêt voisine. Plusieurs d'entre eux voient Mathieu sortir seul du bois, avec une écharpe lui cachant le visage. Quelques minutes plus tard, les surveillants du collège décident d'organiser des recherches. Mathieu y participe. Agnès est introuvable. Les gendarmes sont alors avertis de la disparition de la jeune adolescente. Au total, 150 gendarmes et un hélicoptère sont mobilisés pour retrouver Agnès, mais en vain. Ce n'est que le surlendemain, le 18 novembre, que le corps de cette dernière est retrouvé. Il se situe à 3 kilomètres du collège. Il est carbonisé et compte un total de 17 coups de couteau dans le thorax et à la tête. Le corps d'Agnès Marin est retrouvé suite aux aveux de Mathieu. Ce dernier a des griffures sur le visage et est vu quitter la forêt seul le 16 novembre au soir. Les gendarmes l'interrogent donc. Il est leur suspect numéro 1. De plus, l'homme a un casier judiciaire. Il a déjà agressé avec une arme et violé une adolescente un an plus tôt dans le Gard. Il a alors écopé de 4 mois en maison d'arrêt. Après plusieurs analyses, l'ADN de la victime est retrouvé dans une tache de sang sur le jean porté par Mathieu ce jour-là. Mathieu Moulinas est né le 30 décembre 1993. Sa mère est cadre comptable et conseillère municipale. Son père, lui, est gérant d'une société de formation continue. Mathieu grandit à Nages et Solorgue, village du Gard. Le dimanche 1er août 2010, il commet un viol avec arme, séquestration et préméditation. La victime, Julie, le dénonce le soir même, entraînant son incarcération, puis ses aveux et sa mise en examen. Au prétexte de lui rendre 10 euros que la jeune fille lui avait prêtés quelques jours plus tôt, Mathieu l'a attirée au pied d'un arbre. L'adolescent a préalablement noué des lacets autour des branches de cet arbre afin d'attacher les poignets de Julie. Le criminel bâillonne, frappe et viole la fille. Tout à coup, cette dernière reçoit un appel téléphonique de sa mère. Mathieu relâche alors la victime. Plus tard, Julie raconte qu'elle l'avait supplié de l'épargner et lui avait dit « C'est ma mère, elle va venir me chercher ». 4 mois et demi après ce premier et terrible crime, le criminel obtient sa sortie de maison d'arrêt, validée par 4 expertises psychiatriques, en échange d'un contrôle judiciaire. Ses parents tentent d'inscrire Mathieu dans 16 établissements scolaires, mais en vain, jusqu'au jour où le collège-lycée Cévenol accepte d'inscrire l'adolescent dans leur établissement. Suite au meurtre d'Agnès, toute la vie de Mathieu est relayée dans les médias. La population, très en colère, s'en prend alors au directeur du collège Cévenol, Philippe Bowens, pour avoir accepté d'inscrire un violeur dans son école. L'homme tente maladroitement de se défendre en disant avoir reçu l'adolescent pour un long entretien avant d'accepter son inscription et dit également qu'il n'était pas au courant du passé de Mathieu. Cependant, les parents de la victime affirment le contraire. Le directeur finit alors par reconnaître que le père de l'adolescent lui avait bien parlé d'agression sexuelle.
Si j'avais été au courant de la nature exacte des faits reprochés à Mathieu, je ne l'aurais pas admis dans mon établissement, tente-t-il de se justifier. Nous ne savions pas qu'il était sous contrôle judiciaire. Nous n'avons pas eu le moindre contact avec les autorités jusqu'au drame. 4 mois de prison préventive, nous savions. Mais que c'était pour viol, non, dit Jean-Michel Illot, le vice-président du collège. Pour tenter de se justifier et de se défendre, la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, parle de secret professionnel. Comme la direction du lycée, elle évoque le secret de l'instruction et rejette alors la faute sur la juge des libertés et de la détention chargée de l'affaire du premier crime. La PJJ affirme que cette dernière aurait dû s'opposer au choix que l'adolescent fréquente un collège-lycée ayant un internat mixte. De plus, depuis son premier crime, Mathieu n'a plus le droit de séjourner dans le Gard, mais ce dernier y revient à toutes les vacances, puisque ses parents n'ont déménagé qu'à une dizaine de kilomètres seulement. Les autorités ne prêtent pas attention à ceci, elles laissent alors l'adolescent vivre dans le Gard et croiser sa victime, Julie, tous les jours. Tout ceci montre que le suivi judiciaire du criminel est inexistant alors qu'il représente une menace pour la population féminine. Mais ce n'est pas tout. Son suivi psychiatrique a aussi été bâclé, avec la bénédiction du juge d'instruction. En effet, ce dernier a confié le dossier de Mathieu successivement à un médecin à peine francophone, puis à un infirmier, et enfin à un psychothérapeute sans diplôme, qui a alors suivi l'adolescent pendant sa scolarité au collège de Cévenol. Le procès de Mathieu Molinas débute. La justice décide de joindre les 2 crimes de Mathieu dans le procès. Les parents de Julie témoignent et disent que cela ne les étonne malheureusement pas que l'homme ait recommencé et qu'ils s'y attendaient malheureusement. Le ministère public réclame 30 ans de prison pour l'accusé, mais le récidiviste est condamné le 28 juin 2013 à la réclusion criminelle à perpétuité, peine rarissime pour un crime commis avant l'âge de 18 ans. Lors du procès, les experts psychiatres mettent en lumière le profil de Mathieu. Il a une personnalité psychotique de type schizoïde, avec une perversité étonnante et une dangerosité effrayante. Le juge met en évidence les erreurs du collège et également de la PJJ. Le dossier disciplinaire du meurtrier ne mentionne pas sa consultation de site internet à caractère pornographique au centre de documentation du lycée, qui lui a valu 1 semaine d'exclusion. De plus, il n'indique pas non plus que des camarades l'ont vu promener une autre élève en laisse ou passer les mains sous sa jupe au vu de tous. Lors du procès, l'avocat général relève que Mathieu a des relations sexuelles quasi quotidiennes dans l'internat avec une jeune fille qui se rendait fréquemment le week-end dans la famille de Mathieu dans le Gard. 2 fois exclu pendant 1 semaine, ce dernier évite même d'extrême justesse un refus d'inscription pour l'année suivante lors d'un passage devant le conseil de la vie scolaire en juin 2011. Malgré cela, le lycée n'a jamais eu aucun contact avec le juge d'instruction chargé du premier viol et n'a effectué aucun signalement à la PJJ. Appelé au procès, le directeur central de la PJJ, Jean-Louis Domas, refuse de reconnaître les erreurs de son administration, concédant seulement une faiblesse mais pas de faute dans le suivi de l'adolescent, alors qu'il n'y avait aucun suivi de Mathieu. Le 7 février 2014, les parents d'Agnès Marin portent plainte contre l'État pour faute lourde, afin de faire la lumière sur les responsabilités de chacun et notamment sur les lacunes du suivi judiciaire du meurtrier. Cependant, 1 an plus tard, le Conseil supérieur de la magistrature blanchit l'ancienne juge d'instruction de Nîmes, qui avait libéré le futur criminel en novembre 2010. Mathieu purge sa peine à la maison centrale d'Essisheim, en Alsace. L'affaire d'Agnès Marin porte un coup fatal à la réputation du collège Cévenol, qui ferme alors ses portes le 11 juillet 2014.
En avril 2016, Sophie et Dominique Molinas, les parents de Mathieu, publient un livre intitulé Parents à perpétuité, dans lequel ils reviennent sur le procès, les crimes et la vie de leur fils Mathieu. Ils sont extrêmement culottés tout de même. Se faire de l'argent sur les crimes de leur fils, c'est inhumain et un total manque de respect envers les victimes et leurs familles. Cette publication suscite des protestations des parents d'Agnès Marin contre le fait que, selon eux, les parents de Mathieu passent plus de temps dans les médias en quelques semaines que eux-mêmes depuis l'assassinat de leur fille. Ils qualifient alors le acte de campagne de showbiz. Le 24 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné l'État pour négligence fautive assimilable à une faute lourde, dans la mesure où la remise en liberté du meurtrier a été trop rapide, sans attendre l'avis de l'expert, sans prendre l'avis de la PJJ, et le placement dans un collège mixte était inapproprié. Il a octroyé aux parents, frères et grands-parents d'Agnès Marin une indemnisation financière à hauteur de 185 000 €, comme si l'argent allait redonner vie à Agnès Marin. Aujourd'hui, Mathieu continue de suivre des soins en prison. Le jeune homme est conscient de ses troubles et, d'après ses avocats, il a l'impression d'entendre des petites voix en lui quand il se passe ses passages à l'acte et quand il les commet. Donc lui, il voudrait ne plus entendre cette petite voix. De plus, pour lui, la prison est un endroit sécurisant. Il n'a pas l'intention de sortir. Il a l'impression qu'au contraire, il faut qu'il soit soigné et cadré. Ses avocats dénoncent le fait que sa maladie mentale ne soit pas reconnue et prise en compte dans son procès.